Bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout. 1 heure à passer ensemble et 2 thématiques à discuter. Alors l'émission, l'interview santé pardon, sera consacrée à l'épilation laser avec le docteur Leila Ben Ammar. Elle sera mon invitée en fin d'émission, le vrai du faux de l'épilation laser. Mais avant, eh bien, la négociation. Nous sommes tous négociateurs dans la vie courante, que ce soit pour choisir la destination de vacances, le menu du jour ou encore la sortie de famille. Eh bien, même si certains aiment à penser que la négociation reste l'apanage des CV bien remplis, aujourd'hui nous allons vous démontrer qu'on peut tous devenir de fins négociateurs grâce aux techniques des grands. Les détails avec des experts, à tout de suite. De super bons négociateurs, c'est ce que je vous promets pour cette fin d'émission, juste après une belle discussion avec Dina Hsissine. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Vous êtes consultante en stratégie et organisation à Casablanca. Absolument. Rizlan Riachi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable certification et consultante en développement personnel à Casa également. Tout à fait. Et Marim Lehlou, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Merci. Vous êtes business coach à Casa aussi. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Alors, la négociation, on a l'impression que c'est vraiment des techniques de grands, de CV bien remplis, des hautes sphères. Et pourtant, on passe notre temps à négocier le quotidien avec nos enfants, la famille, les conjoints, les amis, bref. On va voir comment on peut apprendre de vos rouages à vous pour bien se préparer à la négociation, décrypter tout ce qui est langage non verbal, et en même temps trouver le bon canal, chacune justement avec sa spécialité. Alors, Dina Hsissine, justement, pour les vraies négociations, on va dire les grandes négociations, l'élément principal, c'est quoi pour vous? Pour moi, l'élément principal, c'est la préparation. Je pense que tout est important. Quand on négocie, je pense qu'il y a 2 grands aspects. Il y a le process en lui-même et il y a la posture. Donc, c'est 2 éléments importants. Et puis, dans le process, le point de démarrage qu'on néglige très souvent, mais qui est très important, c'est la partie préparation. C'est-à-dire que avant de plonger tête baissée dans une négociation, il faut d'abord se préparer. Et se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, 1, savoir qu'est-ce qu'on va négocier. Ça a l'air de rien, mais des fois on plonge et après on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de discuter? Mais au fait, il faut d'abord savoir quoi, qu'est-ce qu'on négocie exactement, et puis avec qui on négocie, c'est-à-dire qui est notre vis-à-vis. Et le avec qui, c'est le personnage, son parcours professionnel, sa culture, quand on est dans des cultures différentes, et puis également, j'allais dire, sa personnalité, quelles sont ses valeurs, quels sont ses points forts de communication, etc. Donc il faut vraiment bien étudier son vis-à-vis au sens bienveillant, pas au sens, on va dire, de manipulation. Mais c'est des éléments qui sont fondamentaux dans la réussite d'une négociation et qu'on a tendance des fois à négliger. Alors on va aller en détail sur tous ces points, bien sûr au fur et à mesure, mais avec vous, Marim Lehlou, justement, Dina Hsissine disait le process et la posture. Dans la posture, il y a aussi bien sûr tout ce langage du corps. En quoi le langage du corps est-il important dans la négociation? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Alors, déjà, il faut savoir décoder le langage du corps de son interlocuteur, mais aussi le sien. Comme je l'ai expliqué à une autre émission de communication non verbale, le langage du corps peut être à l'avant, peut être à l'arrière. Il n'y a pas que le langage du corps, il y a aussi le rythme de la voix. Alors moi, plusieurs fois, dans des discussions avec des DRH, j'ai remarqué qu'ils ralentissaient considérablement la voix, qu'ils me posaient certaines questions sur les détails de mon offre, qu'ils me regardaient ou qu'ils ne me regardaient pas. Tous ces signaux, on doit être capable de les décoder. Pourquoi? Parce que dans une des techniques de la négociation, on va parler de synchronisation. À savoir, se mettre sur le même mode de communication que son interlocuteur. Pourquoi la synchronisation sera importante? Parce que si on n'arrive pas à décoder et à comprendre le style de communication verbale et non verbale, on ne sera pas capable de s'adapter. Et si on n'est pas capable de s'adapter, on n'est pas capable de créer la proximité
Et en fait, on verra que créer la proximité est sans doute la première étape indispensable pour réussir une négociation. Créer la proximité. Alors la synchronisation, ça c'est votre spécialité, Rizlan Riachi, justement, c'est vous qui avez ces mécanismes de personnalité. Il y a combien, on va dire, c'est vrai qu'on est tous des êtres uniques, mais selon les experts, il y a quelques personnalités autour desquelles on se retrouve tous. Oui, effectivement, donc chacun est unique, hein, mais par rapport à la personnalité ou par rapport au comportement, on a 4 types de comportements qui sont vraiment bien définis et chacun en fait a des besoins spécifiques. Déjà pour revenir sur ce qu'a dit Dina, en fait la préparation effectivement est très importante par rapport à la négociation et moi je trouve que la négociation c'est une étape qui est très riche en relations humaines et en interaction. Donc là, on peut revenir aussi à la synchronisation, parce qu'on est différents. Donc bien préparer en fait, cette négociation en comprenant qui j'ai en face de moi. Et en même temps, moi je dis toujours, quand j'accompagne en fait, des personnes par rapport à cette étape-là, hein, parce que c'est la 6e étape généralement, hein, la négociation, de se donner 3 médailles. Genre une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Donc avant d'aller en négociation, c'est de se dire quel est mon objectif maximum. Quel est mon objectif minimum? Qu'est-ce que je ne pourrais pas en fait, accepter ou au-delà Et puis un objectif cible où là vraiment je suis gagnant, l'autre est gagnant, mais c'est ce que j'ai envie en fait, d'apporter. Et après, donc, cette adaptation dans le sens où on est différent, et il faut en fait s'adapter aux besoins de la personne, comment elle est, comment elle réfléchit. Donc, dans la négociation, si la personne en face de moi elle a besoin de détails, ben, je suis obligée de bien préparer, d'avoir des arguments assez forts. Si quelqu'un est plus orienté résultat, ce qui l'intéresse, c'est le résultat, donc je vais aller à son rythme, donc plus rapide, ne pas trop rentrer dans le détail. Si par exemple la personne, son besoin c'est qu'est-ce que ça va apporter aux autres, tout ça, ben, il faudrait que j'argumente par rapport à ça. Donc voilà, donc, à chaque fois, il faut vraiment aller en s'adaptant à la personne et être entre guillemets un peu caméléon, hein, mais c'est pas ça, mais c'est au fait aller se synchroniser. Trouver la bonne fréquence en fait. Exactement. Trouver vraiment la bonne Exactement. fréquence. Et ça, est-ce qu'il faut être médium pour y arriver? Enfin, vous allez nous expliquer comment on peut y arriver justement. On revient à la préparation Dina Hsisen. Vous dites que c'est vraiment l'élément important, c'est l'élément incontournable. Est-ce qu'il est parfois négligé justement? Très souvent négligé. Il est négligé pour plusieurs raisons. Il est négligé parce qu'on ne sait pas que c'est important. Il est négligé aussi par excès de confiance dans ses propres capacités de négociation. Et donc, du coup, on peut rentrer avec des éléments qui nous manquent et qui sont très importants. Des éléments comme qui est en face de moi, en détail. Et des fois, on a des équipes en face de nous. Donc, il faut qu'on se prépare avec des équipes de l'autre côté et des équipes avec des compétences égales. Si on a des techniciens, des juristes, des sociologues, etc., eh bien, je dois contrebalancer, même si on n'est pas dans une guerre de position, mais il faut contrebalancer par une équipe qui est de même compétence pour pouvoir réagir en temps réel avec qui mène le jeu, etc. à l'intérieur. Donc, des fois, on néglige cette partie-là. On néglige aussi de se fixer, ce que Rizlan a dit, les objectifs. Quel est mon seuil? Quel est mon objectif? Quel est mon seuil minimal et sur quoi je peux concéder. Et puis, quels sont les objectifs de mon vis-à-vis aussi. C'est-à-dire qu'il faut que je me prépare en termes de qui est en face de moi, qu'est-ce que j'attends de cette négociation en termes de résultats et sur quoi je suis capable de concéder. Et puis, quels sont les résultats, même si c'est une anticipation, mais quels sont les résultats qu'attendent qu'attend mon vis-à-vis et quels sont les critères qui sont importants pour lui. Et heureusement, les critères ne sont pas forcément les mêmes. L'hiérarchie et de l'importance des critères diffère entre les deux parties. C'est ce qui va créer cette position d'équilibre sur laquelle on peut se retrouver. Donc souvent très très négligé, malheureusement. Alors, ça, c'est vraiment le savoir-faire de la négociation. C'est ça, c'est la préparation où je vais, qu'attend mon vis-à-vis et
ce que je peux anticiper comme option pour arriver à cette négociation, au résultat final. Il y a aussi tout le savoir-être. Et c'est là où entre en jeu la posture, la communication non verbale. Si on peut aller dans les détails justement de ces rouages, alors, ce qui trompe, ce qui peut montrer qu'on prend le dessus alors que c'est, on va dire, juste une illusion parce qu'on joue de notre corps. Alors, les intervenantes ont parfaitement axé le point sur le résultat. D'ailleurs, les Américains disent souvent « begin with the end in mind ». Commencez par la vision, commencez par savoir ce que vous voulez obtenir de cette négociation. Il faut savoir aussi qu'une négociation peut se passer en plusieurs temps. Oui. Équipe multiple, one-to-one, one-to-many, c'est-à-dire vraiment… à l'usure pratiquement. À l'usure pratiquement. Des fois, on est préparé, des fois, on ne nous prépare pas, pour ainsi dire, quand on est face à des clients. Des fois, on nous réserve des jokers ou des surprises. Donc, être capable aussi de se dire, si je suis en face des achats, des RH, des financiers, des juristes, chacun selon sa compétence, comment je peux m'adapter sur la forme et sur le fond. Donc, le savoir et le savoir-faire sont indispensables. Et vous avez raison que le savoir-être est un pilier qu'on ne travaille pas assez, qui est presque inné chez certains, parce que certains ont le don d'être des caméléons, ont le don de s'adapter à tout type de situation. Mais si certains de mes interlocuteurs ont besoin que je fasse preuve d'empathie pour comprendre qu'est-ce qu'ils attendent de moi et qu'est-ce que moi j'attends d'eux, certains ne l'attendent pas. Ce côté création de la relation ou qualité de la relation. Certains d'ailleurs dans des questions, et d'ailleurs le questionnement et la reformulation sera une des clés de la négociation, vous diront directement on peut aller rapidement, on peut aller vers l'essentiel, j'ai pas besoin de tous ces détails-là, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la chose finale que je peux obtenir? Donc là, vous saurez, il faut être extrêmement à l'écoute et observateur et se dire, s'il me dit ça, je dois surtout pas lui donner trop de détails. Je ne dois surtout pas passer du temps sur la méthode, sur les explications futiles, parce que lui, cette personne a l'air utilitaire, elle a besoin de savoir qu'est-ce qu'elle gagne à la fin ou qu'est-ce que ses équipes vont gagner à la fin. Elle n'essaye pas de me déstabiliser? Est-ce que ce n'est pas une technique justement pour déstabiliser la personne en face? Alors, c'est très intéressant ce que tu me dis là. Il y aura forcément des tentatives de déstabilisation. À vous en tant que fin négociateur, mais vous allez devenir fin ou fine négociatrice au fur et à mesure de la pratique. À vous de savoir si la personne est dans son style naturel, en fait elle veut juste obtenir les résultats rapidement, ou au fait elle veut savoir plus de détails sur ce que vous lui demandez parce que vous avez l'air trop artificiel sur certains points. D'ailleurs c'est la question que tu viens de me demander, peut-on aller davantage en profondeur sur le point de la synchronisation et de la communication non verbale? Donc là mon interlocuteur veut connaître des détails pratiques. Et si je ne lui donne pas ces détails-là, il ne sera pas satisfait. Donc, on n'ira pas très loin. Donc, cherchez toujours la satisfaction de votre interlocuteur. Donc, allez chercher, s'il veut le détail, je lui donne. S'il veut la vue hélicoptère, je lui donne. Il aura comme l'utilisent très bien nos compatriotes. Je ne lui fais pas perdre son temps parce que visiblement, si c'est un responsable important ou s'il a juste des rendez-vous après, il me fait dire gentiment mais aussi avec tact qu'il veut aller à l'essentiel. Donc dans ce cas-là, je lui dis voilà ce que tu peux obtenir en travaillant avec moi. Ok, mais en tant que fin négociateur, l'autre aussi est dans cette démarche avec moi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où je dis la première chose, c'est de gagner la confiance des gens. Comment gagner la confiance des gens? En installant une proximité. Proximité ne voulant pas dire intimité. Parce que, attention, certaines des personnes qui seront en face de vous ne voudront surtout pas, mais alors surtout pas, vous êtes prestataire, vous êtes employé, vous êtes manager, donc ils ne veulent pas de cette proximité-là. Donc, à vous de voir dans le regard, dans la distance des fois qu'ils mettent entre vous et eux dans la négociation, s'il y a une table au milieu, s'il n'y a pas de table, s'il y a des notes, s'il n'y a pas de notes, quel est le style de l'interlocuteur pour se dire, ok, j'ai compris son style, à moi de m'adapter en lui offrant soit cette proximité, soit ces détails, soit cette vue générale. Et quelque part, c'est vous qui êtes à la recherche de quelque chose. Les parties sont à la recherche de quelque chose. Mais chacun cherche quelque chose à gagner. En comprenant l'autre dans ce qu'il cherche à gagner, vous allez rapidement trouver, vous, votre solution à votre problème. Rizlan Riachi, est-ce que ce n'est pas une question aussi d'intelligence émotionnelle, cette synchronisation et cette bonne négociation? Au fait, il y a d'abord le comportement. C'est d'abord se connaître, parce qu'on a beau se dire qu'on se connaît, mais est-ce qu'on se connaît assez? Connaître vraiment nos forces et connaître aussi nos axes d'amélioration ou des fois nos limites.
Et avec ça, donc aussi, pouvoir connaître l'autre, parce que de toute façon, quand on arrive à la négociation, il y avait pas mal d'étapes avant. Donc je connais la personne, donc dans la préparation, je réponds à son besoin. Donc effectivement, tout ce qu'elle vient de dire Mrim, c'est ça. Donc c'est vraiment répondre aux besoins de la personne en face. Maintenant, l'intelligence émotionnelle, effectivement, est importante. Parce que quand on parle d'écouter, de répondre aux besoins de la personne, il faut de ressentir. Donc on parle d'empathie. Absolument. Donc il y a l'écoute par rapport à une posture d'écoute quand on parle de comportement, mais quand on parle d'empathie, on est plus sur l'intelligence émotionnelle qu'il faut travailler pour comprendre l'autre, comprendre son besoin, et par la suite avoir cette compétence sociale, c'est une des dimensions de l'intelligence émotionnelle, pour pouvoir répondre à son besoin, pour être toujours dans une action gagnant-gagnant, être toujours dans le respect de l'autre. Je ne perds pas et la personne ne perd pas. Sortir vraiment gagnant-gagnant, je réponds à mon besoin et je réponds à son besoin. Négocier n'est pas manipuler. Non, pas du tout. Alors il y a une différence entre négocier et manipuler. Négocier, on est toujours dans une relation gagnant-gagnant. Manipuler, je vais prendre le dessus, je vais contrôler. Donc là, on n'est plus dans un échange. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation de la négociation, justement? Les gens vont souvent vouloir prendre le dessus. Ça aussi, ça fait partie d'une question de préparation, de déontologie, d'éthique, de quoi? En fait, ça fait partie peut-être même quelque part d'un savoir-faire. Hein. C'est-à-dire que réellement une négociation, vous avez dit effectivement, Rizlan a dit que c'est une relation gagnant-gagnant. On sort gagnant d'une négociation quand on se dit ce que j'ai gagné à travers cette négociation est mieux que ce que je n'aurais eu si je n'avais pas négocié. C'est ça l'esprit du gagnant-gagnant. Donc quand on est dans une négociation, les deux parties doivent se dire je ne dois pas perdre en vue mon objectif, les enjeux aussi, qu'est-ce que je perds si je ne négocie pas, mais dans un esprit de bienveillance. Donc c'est tout à fait le contraire de la manipulation et du marchandage. Au fait, c'est pas du marchandage, la négociation, en quelque sorte. Ça n'est pas du marchandage dans la mesure où on aligne des critères, on se dit qu'est-ce qu'on est prêt à concéder d'un côté et de l'autre, de manière à se retrouver au milieu. Un marchandage, je tire de mon côté. J'essaie de baisser le prix, mais je ne concède sur rien. Donc c'est tout à fait le contraire de la manipulation, c'est tout à fait le contraire d'un marchandage. Et je dirais que c'est une compréhension peut-être un peu classique de la négociation. Et c'est ce qui fait des fois que les négociations échouent peut-être à long terme et même à court terme. Parce que des fois on peut gagner à court terme, mais échouer à long terme. Donc c'est-à-dire perdre la personne. Parce qu'on doit sortir de la négociation en se disant on a même gagné une relation, quelle que soit si c'est une relation de respect, si c'est une relation amicale, mais on doit gagner une relation derrière cette négociation. Et si par exemple moi je suis préparée, je suis à la lettre toutes vos recommandations, je me prépare, je vois où je vais aller, quelles sont mes limites, ce que je suis prête à concéder et ce sur quoi je ne lâche pas, mais que mon vis-à-vis est dans cette forme de négociation marchandage. À ce moment-là, est-ce que je peux inverser la donne? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je rentre dans le marchandage? Qu'est-ce que je fais, Mme El-Hellouf? Alors, vous avez très bien dit, et je suis d'accord avec Dina et Rizlan, dans le fait que négocier, ce n'est pas toujours avoir raison. Négocier, ce n'est pas toujours gagner une bataille ou gagner un match. Il y a pas, dans certaines négociations, on a l'impression qu'il y a un gagnant et un perdant. Non. Au final, les vraies négociations qui durent dans le temps, parce que c'est même la négociation est très utile dans la gestion des conflits. Si je résous rapidement quelque chose en faisant gagner l'autre quelque chose de moins que moi ou quelque chose qui est totalement, moi je gagne beaucoup plus de la négociation que lui, au final peut-être ça ne va pas l'arranger sur le long terme, sur le moyen long terme. Donc il me dira un moment ou un autre de notre relation, bon ben ceci ne m'arrange plus, cet accord, ce contrat, ce deal, etc. ne m'arrange plus. Et pour répondre à ta question, c'est également le fait de se dire en toute humilité, il y a certaines négociations que je ne vais pas gagner. Il y a certaines négociations que j'accepte de ne pas gagner. Il y a certaines négociations peut-être qui ne valent pas la peine que je les gagne. Je vais perdre peut-être trop d'énergie, trop de compétences, trop de temps, mobiliser des équipes inutilement. C'est toujours, ayez comme une matrice devant vous. Est-ce que l'enjeu est fort?
Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est faible? Si l'enjeu est important et qu'on est dans cette configuration du vis-à-vis qui est vraiment pas du tout fermé, qui n'est pas du tout dans la technicité de la négociation, qui est plutôt dans voilà, l'aspect informel. Alors, partant de la négociation, effectivement, ce que tu disais, Yasmine, c'est en fonction de l'enjeu. Donc, supposons, ton hypothèse, un enjeu difficile ou fort, c'est-à-dire qu'on a quelque part quelque chose d'important à gagner ou à perdre, notre interlocuteur pareil. On part sur le principe de la bonne foi, mais qu'on n'arrive pas à installer cette confiance, cette proximité, cette relation qui est indispensable pour démarrer une bonne négociation. Faisons les choses par étapes, c'est-à-dire commençons à proposer des arguments rationnels, logiques, pratiques, de bon sens. Si on voit que ça ne convainc pas assez notre interlocuteur, on peut lui proposer d'autres types d'arguments, c'est-à-dire partir voir si c'est plutôt le rationnel ou l'affectif ou un gain collectif qu'il recherche, mais à nous de poser les questions pour savoir au final qu'est-ce qu'il veut. Et s'il ne nous le dit pas, tout simplement, on peut partir sur des pistes. Si vous voulez ça, on peut faire ça. Si vous voulez ça, on peut faire ça. Si vous voulez ça, on peut faire ça aussi. En fait, ça a l'air compliqué tout ça, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on passe notre temps à négocier au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas uniquement entre quatre murs autour d'une table de réunion. Tout à fait, Yasmine, mais là, vous êtes parti sur un enjeu important. Donc, on estime qu'avec, quand on va acheter ses légumes et ses fruits, ce n'est pas un enjeu important. Quand on veut peut-être réparer sa voiture et obtenir 50 dirhams de réduction, ce n'est pas un enjeu important. Quand on négocie avec nos enfants, ça peut être des enjeux importants en fonction. Si on négocie avec des voisins, etc., on négocie tout le temps. Moi, ce que j'aimerais vous sensibiliser, c'est le fait que chaque négociation sera unique. Chaque négociation et chaque personne, toutes les règles qu'on va dire aujourd'hui et les bons conseils dépendront de la qualité, de la relation que vous allez installer avec chaque personne. Et chaque personne sera unique. Ça dépend aussi des moments. Il y a aussi des bons timings pour négocier et d'autres pour éviter la négociation. Vous êtes d'accord, Islane Eliachi, justement, que tout dépend de cette relation qu'on va instaurer? De toute façon, pour avoir une bonne négociation, il faut une relation de confiance. Si la confiance n'est pas là, je ne vois pas comment on peut avancer. Après, oui, dans le sens où même si la personne, elle est de mauvaise foi, de toute façon, elle va se fatiguer, hein, tôt ou tard. Donc c'est là où il y a la persévérance aussi de l'autre personne, à pouvoir effectivement questionner, poser des questions ouvertes, vraiment aller creuser, reformuler. Et, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en principe, la personne, au début, elle vient avec son air je vais tout avoir et tout ça, mais finalement... c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on répond à son besoin. Donc, on argumente, on donne des Alors, mesdames, arguments. vous êtes des expertes, en fait, consultantes, coach, et donc vous accompagnez, on va dire, des personnes qui entrent en négociation vraiment dans le cadre professionnel précis de la négociation. Par contre, pour le quotidien, donc que ce soit pour des petites choses ou des grandes choses, est-ce que là encore, Dina, vous pensez qu'il faut arriver préparé? Oui, je pense. Alors, depuis que tu as posé la question à Myriam, je réfléchissais à, effectivement, on négocie tous les jours. Est-ce qu'il faut, les enjeux avec les enfants, effectivement, peuvent être très importants. Est-ce que je rentre à minuit? Donc, des fois, ça peut poser problème. Et je me disais que finalement, je reviens à mon histoire de préparation, qu'effectivement, dans un milieu professionnel, peut-être qu'on prend plus le temps de connaître son vis-à-vis. Oui. Alors qu'au quotidien, on pense connaître nos enfants, nos conjoints, notre voisin, mais finalement, est-ce qu'on les connaît? Oui. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'on sait ce qui est important pour eux? J'ai l'impression qu'au quotidien, on est peut-être plus centré sur nous-mêmes que sur les besoins des autres. On est un peu moins dans la bienveillance qu'on l'est dans le milieu professionnel. En tout cas, peut-être que je parle d'expérience un peu personnelle, mais c'est le cas. Et je pense que ça fait échouer beaucoup de choses. On gagnerait à transposer de manière moins mécanique, mais à transposer le professionnel dans le personnel. Eh ben, en tout cas, oui, allez-y, Rizan. En fait, ce que je voulais rajouter, tout à l'heure, on parlait de négociation, manipulation. Oui.
Mais en fait, ce qu'on fait au quotidien, parents-enfants, c'est de la manipulation pure et dure. Il n'y a pas de négociation là-dedans. On n'est pas dans la bienveillance professionnelle. Exactement. C'est-à-dire qu'un enfant va lui dire, si tu ranges pas ta chambre, tu n'auras pas le dessert, tu regardes pas le film. Là, c'est de la manipulation, c'est pas de la négociation. Ouais. Par contre, si je me pose avec mon enfant et que je lui explique, maman est fatiguée, maman est ceci, maintenant il faut que tu m'aides, et que bon, pour qu'on puisse aller faire telle chose ensemble, il faudrait que toi aussi tu fasses ta chambre. Là, c'est de la négociation. On n'est plus dans la manipulation. Parce que finalement, qu'est-ce que font les parents? On culpabilise les enfants. Et là, ce n'est pas de la négociation. Alors, on va revenir sur justement comment transposer toutes ces techniques en milieu professionnel dans le quotidien de manière fluide et sortir peut-être, comme disait Dina, de cette manipulation voilà, avec les proches. Merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On marque une courte pause et on revient. Et n'oubliez pas aussi l'interview santé consacrée au vrai et du faux autour de l'épilation laser. Et ça, c'est avec le docteur Leila Ben Ammar. Restez avec nous sur Média TV. À tout de suite. Allez, de retour pour vous sur le plateau d'On se dit tout, la négociation, on en parle, ces techniques des grands transposées au quotidien. Et bien là, on arrive vraiment dans l'intimité. Comment sortir de la manipulation et devenir de fins négociateurs avec nos plus proches en faisant un maximum de bienveillance. Je ne sais pas si c'est correct tout ce résumé, mais en tout cas, je rappelle mon tour de table. Dina Hassi, c'est une consultante en stratégie et organisation. Rizlan Riachi, responsable certification et consultante en développement personnel. Et Mariam Lehlo, business coach. Merci beaucoup, mesdames. Vous nous avez justement bien développé l'importance de la préparation à la négociation, l'importance de bien se mettre en synchronisation avec son vis-à-vis, l'importance de cette relation de respect, l'importance de savoir que négocier, ce n'est pas toujours gagné. Mais Mariam Lehlo, si vous permettez, on revient sur l'aspect du non-verbal, du corps. Juste peut-être 2-3 exemples sur comment véhiculer, montrer à l'autre, non pas que je campe sur ma décision, mais que je suis sûre de mes objectifs et que je vais y arriver. Comment par le corps et le visage, je peux passer ce message? Alors, déjà, il ne faut pas regarder en bas. Quand on négocie avec quelqu'un, il ne faut pas avoir le regard fuyant ou évitant. La confiance en soi, ça se travaille, on en a beaucoup parlé. L'estime de soi, ça se travaille. Mais effectivement, être courbé, regarder en bas, avoir le regard hésitant et les propos pas sûrs d'eux, tout ça montre à l'autre qu'on ne sait pas ce qu'on avance ou qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes. Et évidemment que être droit dans ses bottes, sans être militaire bien sûr, parce que comme on le disait plus tôt, installer une posture d'égal à égal. Pour moi, il est très important dans une négociation que si mon interlocuteur est assis, que je sois assise aussi. Parce que si je suis debout et qu'on est en train de faire une négociation, ou si lui est debout et moi assise, évidemment que déjà par le non-verbal, on installe une posture haute versus une posture basse. Et ce n'est pas très intéressant pour la négociation. Là, on détruit la partie synchronisation. La partie dissociation aussi est très, très importante. Là, elle n'est pas totalement non-verbale, Yasmine, elle est à cheval. La dissociation, c'est quoi? C'est être capable de se mettre en position méta quand je négocie. À savoir, on est en train de négocier toutes les deux. Tu peux me faire une critique. Tu peux me provoquer, tu peux me culpabiliser, tu peux me poser une question difficile. Et là, tout de suite, tu peux observer dans mon corps un changement brusque d'attitude. Donc, il faut faire très attention aussi à ces changements brusques. Pourquoi c'est utile de pratiquer la dissociation? À savoir, considérer, ne pas le prendre à cœur, mettre son ego et son orgueil de côté et ne pas se dire si Yasmine me critique, la critique est envers moi. Elle est envers la manière dont je présente le projet, je conduis la conversation, etc. Quand je fais ça, mon non-verbal reste stable. D'accord. Quand je ne fais pas la dissociation, c'est-à-dire je prends tout à cœur personnellement, une critique, une remarque, une reformulation, si j'ai le petit hamster qui tourne dans ma tête et je me dis « mais pourquoi elle me demande tout ça? Si ça se trouve, elle n'est pas convaincue parce que je lui avance. Si ça se trouve, je suis en train de perdre la négociation. » Et s'installe tout un discours intérieur négatif à propos de mon interlocuteur, mais aussi à propos de mes capacités, tout de suite, mon non-verbal va se modifier. Peut-être que je n'oserai plus défendre ma proposition, peut-être je vais me recroqueviller. Et là, mon non-verbal sera le signal final que je suis en train de perdre pied. Oui. Alors, par rapport à cette attitude de prendre de la distance, souvent le corps l'exprime.
peut-être que justement c'est une maîtrise du non-verbal, mais quand la personne reçoit une critique, le temps de mettre cette barrière entre elle-même et ce qu'elle a fait ou son action, le corps fait comme ça. Oui. Il faut se reprendre rapidement, c'est-à-dire là encore, plus on pratique la dissociation. Comme s'il prenait physiquement une attaque. Tout à fait, tout à fait. Mais si mentalement je viens à la négociation, c'est pour ça que je vous dis entraînez-vous à l'avance. On peut apprendre déjà la dissociation à la maison avec ses enfants, avec les son ados. mari, ses voisins. Avec l'exemple de Myriam, je pensais aux ados justement, parce que les ados sont beaucoup dans la critique envers les parents. Et bon, les parents se sentent agressés. Donc à ce moment-là, comment il faut réagir? Et par rapport au regard fuyant aussi, parce que bon, cette préparation de négociation, quand on arrive pour une négociation dans une salle de réunion, on est prêt à rentrer dans la négociation. Par contre, quand on est, je sais pas moi, je donne un exemple, on rentre des courses, dans le quotidien, on rentre des courses, on est en train de ranger ces trucs, ces provisions dans les placards, et l'ado vient et dit maman, écoute, je suis invitée chez ma copine et en fait je rentre pas, et je rentre tard. Les parents ont le regard fuyant parce qu'ils cherchent. Ils cherchent la réponse, ils cherchent l'attitude, et donc c'est une brèche. Alors à ce moment-là, cas d'école, qu'est-ce que vous dites? Non, vraiment un bon négociateur, on ne lui impose pas le timing. Il choisit aussi, il sait aussi imposer son timing. Je ne suis pas performante tout le temps. Par exemple, mon ado, je suis en train de ranger les courses, préparer à dîner, il vient parler d'un sujet important. Je suis déstabilisée, je ne suis pas prête. Je peux lui dire, on se voit dans 1 heure, on se voit ce soir. Aouldi, Abunti, je serai beaucoup plus tranquille pour discuter avec toi de ce sujet. Et je prépare. Rappelez-vous la première règle de négociation. Ne vous laissez pas, disons que quelqu'un vous met devant le fait accompli. Non, choisissez le timing. C'est l'une des premières règles de la négociation, c'est choisir le bon timing pour soi, mais aussi pour l'autre, parce que peut-être d'abord, je n'ai pas la tête à t'écouter, je ne serai pas disponible pour t'écouter, et forcément, je ne t'apporterai pas une solution gagnant-gagnant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux décaler. Et peut-être en expliquant tout cela. Il y a une expression américaine qui me semble très bien dans le cadre de la négociation, c'est poker face. Les joueurs de poker, ils sont là, ils rigolent, mais ils ne laissent pas transparaître leurs mains. On ne sait pas ce qu'ils ont comme carte. Et donc, on appelle ça poker face. Je pense qu'un négociateur, il peut être dans la bienveillance, il peut être ouvert, il peut discuter, mais en même temps, en gardant cette espèce de poker face à toutes les phases. Même au moment où, à la maison, un ado... on peut garder ce... Il ne sait pas ce qu'on cache. Il ne sait pas ce qu'on cache, il ne sait pas qu'on est perdu. Et ça aussi, effectivement, je rejoins ce que disait Myriam, il ne faut pas qu'on prenne de manière personnelle les critiques, etc., parce qu'on est déstabilisé. Et donc, il faut une bonne dose d'estime de soi, parce que sinon, on est vite attaqué et on perd l'écoute. Oui. L'écoute de tout ce qui nous entoure et donc on perd pied. Parce que les parents, justement par rapport à l'adolescence, les parents souvent rapportent aux spécialistes qu'ils sont attaqués par leurs enfants. Personnellement attaqués dans leur comportement, dans leur physique. Et donc, alors que bon, les psychologues disent que c'est la manière pour l'adolescent déguiser un petit peu... Vous êtes d'accord, Rizla Riachi? En fait, je ne suis pas... parfaitement d'accord, parce que les adolescents, ils ne sont pas pareils. Hein, ils ne sont pas tous. Ils ne sont pas tous pareils, et moi, j'aime pas trop qu'on généralise par rapport à... C'est une personnalité, chacun a sa personnalité. Et comment on s'exprime, c'est par rapport à qui on est. Donc, tout à l'heure, on parlait de la connaissance de soi, donc la connaissance de l'autre. Et bien, c'est ça, en fait. Et donc, dans la négociation... Effectivement, il faut connaître l'autre. Que ça soit, Dina l'a dit, est-ce qu'on connaît vraiment les gens qui nous entourent? Pas forcément. Puisque déjà, nous-mêmes, est-ce qu'on se connaît vraiment? Aujourd'hui, nous, dans le milieu professionnel, on utilise des outils par rapport à ça. Hein. Donc, celui qui est le plus connu, qui est très ludique, parce qu'on l'utilise aussi pour les couples et aussi en famille, c'est le DISC, qui essaye vraiment d'expliquer qu'il y a 4 styles de comportement et expliquer comment on peut communiquer avec chacun. Parce que chacun a son besoin. Et donc, même dans la négociation, on a besoin de ça. Donc, en plus, on a besoin des 4 couleurs, parce que c'est un langage de couleurs. Dans la négociation, on a besoin des 4 couleurs. Comment ça, le langage de couleurs? En fait, chaque personnalité, enfin, comportement, on leur a mis une couleur pour que ça soit beaucoup plus ludique et que ça soit utilisé partout dans le monde. Donc, le comportement, derrière, a une émotion.
qui est génératrice d'énergie. Donc le rouge, généralement, c'est les personnes qui sont très dynamiques, qui y vont, qui tombent, qui se relèvent, qui veulent le résultat tout de suite. Donc quand je négocie avec eux, ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'est-ce que ça m'apporte. Donc tout le détail, c'est pas important. Après, on a le jaune qui est plutôt dans la joie, dans la bonne humeur, très dans la séduction, dans la confiance, dans le plaisir. Donc lui, vraiment, si je négocie, il faut vraiment qu'il trouve son plaisir d'abord. Donc c'est ça qu'il faut que j'avance pour qu'il puisse vraiment adhérer à ce que je propose. On a aussi le vert qui est plutôt, on va dire, dans la stabilité, quelqu'un qui est très calme, cohérent, qui a besoin de méthode, donc vraiment très posé, mais son besoin, c'est vraiment d'aider les autres et d'être utile pour les autres. Donc à chaque fois que je vais pouvoir négocier, il faut que je lui apporte ce besoin, qu'est-ce que ça va apporter aux autres. Okay. Et puis on a bien sûr le dernier qui est le bleu, qui est dans la conformité, où là c'est règles, procédures, détails, où là quand je négocie, il faut vraiment que j'ai tout noté, que j'ai rien oublié, que j'ai tout préparé, que j'ai les arguments, que j'ai des preuves, parce qu'il a besoin de ça, c'est ça qui le rassure. Donc vous imaginez négocier avec ces 4 typologies. Mais ça simplifie les choses déjà. Si oui. on arrive à décoder, à leur faire passer les tests. Après, quand on arrive, il y a des clés de lecture. On parlait du non-verbal. Chacun, en fait, le rouge, on le remarque à sa démarche, on le remarque quand il parle, à la poignée de la main. Donc, c'est des choses qu'on peut décoder. De toute façon, sur Internet, on trouve un peu de tout. Aujourd'hui. Et donc, les adolescents, quand ils sont en train de grandir, c'est ces couleurs-là qu'ils sont en train de mixer exactement. Donc il faut que je réponde à leurs besoins. D'ailleurs, je n'ai pas d'enfants, mais ceux qui ont des enfants, je pense que si on en a 2, ils ne sont pas pareils. Ouais. Et la même situation, je ne vais pas la résoudre de la même façon avec l'un ou l'autre. Donc ça, c'est vraiment dans le côté perso ou le côté professionnel. Je pense que la clé, c'est vraiment se connaître et connaître l'autre et l'apprécier à sa juste valeur et comprendre ses besoins. Et accepter que négocier, ce n'est pas forcément gagner. On termine sur ce point, justement, c'est important. Avec les ados, il faut gagner. Avec les... Sinon, on est mal barré. Vous savez, dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Vous savez, on ne peut pas gagner tout le temps. Il faut accepter de concéder certaines choses, faire des concessions, faire des compromis, faire de la collaboration. Mais si même avec nos enfants, nos proches, on arrive à faire de la collaboration, c'est-à-dire leur montrer que quelque part, je n'ai pas toujours raison, tu peux avoir raison toi aussi, ton opinion est écoutée, ton opinion vaut la peine. Quelque part, on nourrit aussi leur confiance en eux-mêmes et l'estime d'eux-mêmes, donc ils n'ont plus besoin de se battre. Quelqu'un qui a vraiment une bonne confiance et une bonne estime de lui-même s'affirme sans agressivité, s'affirme sans rébellion, s'affirme sans te mettre toi mal à l'aise. Parce que lui, il connaît sa place et toi, tu connais ta place. À partir de ce moment-là, on peut vraiment commencer une saine communication et une vraie négociation. Eh ben, je pense que vous avez résumé comment éviter une crise d'adolescence et comment bien préparer, n'est-ce pas, Dina? Ouais, ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Non, mais c'est vrai, si ça se prépare depuis l'enfance, c'est fou, hein, de la négociation, on est arrivé à l'adolescence et à la crise d'adolescence. Mesdames, merci beaucoup pour vraiment cet bel échange autour de la négociation. Comment tous devenir de fins négociateurs? Eh bien, c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui avec Dina Hsissine, consultante en stratégie et organisation, Rizlan Riachi, responsable certification et consultante en développement personnel, et Marim Lhlou, vous êtes business coach. À très vite sur le plateau d'Onzito. Moi, je reste avec vous et à tout de suite pour notre sujet sur le laser et l'épilation. Et donc, on y va pour notre sujet sur l'épilation au laser avec le docteur Leila Ben Ammar. Elle est là, le vrai du faux avec vous, docteur. Bonjour, merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour, le plaisir est partagé. Alors, justement, décryptez-nous tout cela. L'épilation au laser, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, on va d'abord expliquer comment, de façon très simpliste, comment fonctionne un laser épilatoire. Le laser délivre une certaine lumière, d'accord? Sauf que cette lumière, elle a une seule longueur d'onde, ça veut dire qu'elle vise une seule cible, d'où le fait qu'elle ne détruit pas les cibles à côté. Cette lumière, lorsqu'elle est délivrée, elle va se transformer en énergie, d'accord? Elle est amplifiée de telle sorte à délivrer une certaine forme d'énergie qui va entraîner une destruction du poil par l'augmentation de la température autour du poil. Donc, c'est une destruction du poil par une énergie délivrée par un appareil qui amplifie la lumière. Qui est habilité à le faire?
Normalement, seuls les médecins sont habilités à traiter avec les lasers. C'est un dispositif médical qui a besoin d'une certaine formation. Ce sont généralement des dermatologues ou des généralistes qui sont formés dans le laser, qui ont le droit de traiter avec le laser. Donc c'est un dispositif médical. C'est-à-dire dans les salons de coiffure, tout ça, on ne trouve pas de laser épilatoire. Il y a d'autres types d'appareils pour l'épilation, mais pas les lasers. C'est une épilation à la lumière pulsée dans les salons, dans les spas, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle les lampes flash ou lesépilatoires lumière pulsée, mais ce ne sont pas des lasers. La différence entre les deux, c'est que le type de faisceau qui est délivré est différent. Dans le laser, c'est un faisceau unique, qui a une longueur d'onde qui est unique, qui est variable bien sûr d'un laser à un autre, alors que dans les lampes flash, le faisceau il est un peu plus éparse et donc le risque de brûlure, disons, est plus important, surtout si l'appareil n'est pas bien manipulé. D'accord. Est-ce qu'il y a un contrôle, par exemple, par rapport à... Est-ce qu'il y a une autorité qui contrôle tout ça? Quand on vend dans des salons d'esthétique épilation définitive, est-ce qu'il y a un contrôle si c'est laser ou lumière pulsée? Est-ce qu'il y a une autorisation spécifique à avoir? Je pense que pour avoir un laser, il faut effectivement une autorisation spécifique, c'est-à-dire qu'il y a certaines boîtes pharmaceutiques qui vont ramener des lasers épilatoires, qui vont vendre spécifiquement à des médecins, qu'au niveau des centres de kiné ou des centres de coiffure, il peut y avoir des appareils de lampe flash. Ce que je peux reprocher par contre, c'est qu'on dise aux clientes à ce niveau-là que ce sont des appareils laser. Or, le mot laser est spécifique de l'appareil laser. Ce ne sont pas des lasers à proprement parler, ce sont des lampes flash qui permettent effectivement de pratiquer l'épilation permanente ou définitive, mais de manière un peu moins efficace que les lasers, nécessitant des séances plus importantes. D'accord. Alors vous avez utilisé le mot magique, définitive, épilation définitive. Est-ce que cette épilation au laser, on revient vraiment sur le laser, l'épilation au laser, est-ce qu'elle est véritablement définitive? Alors c'est très difficile de répondre de manière oui ou non à la question, dans la mesure où quand on détruit le poil, il faut savoir une chose qui est importante, parce que les gens disent pourquoi on a besoin de plusieurs séances. On a besoin de plusieurs séances parce qu'au niveau du corps humain, à la différence avec les animaux, nos poils dans la même zone, ils n'ont pas la même vie. C'est-à-dire qu'on aura des poils qui seront en phase de croissance, des poils en phase de repos et des poils en phase d'élimination, si vous voulez. Donc le laser, quand on traite cette zone avec un laser, on ne va cibler que les zones où le poil est en phase de croissance, parce qu'à ce moment-là, il est chargé en mélanine, qui est le pigment sensible ou qui est la cible du laser. Donc si je vais traiter telle zone, je vais passer sur toute la zone, mais seuls 20, maximum 25% des poils vont être détruits de manière définitive parce qu'ils vont être chargés en mélanine et donc ça va être une bonne cible pour le laser. Donc on va passer un premier passage, puis on va attendre que la deuxième partie des poils rentre en phase de croissance pour refaire un deuxième passage de laser et ainsi de suite. Mais est-ce qu'elle est définitive, justement? Une fois que toutes les séances ont été bien suivies, le protocole bien suivi, est-ce qu'on a aujourd'hui, vous les spécialistes, est-ce que vous avez suffisamment de recul pour dire qu'une femme, par exemple, qui va avoir une épilation définitive au niveau des jambes, au niveau des aisselles, ne va plus du tout avoir de pilosité sur cette partie du corps? Très difficile de répondre. Alors il faut savoir que, dans le meilleur des cas, entre 80 et 90% des poils vont être détruits de manière définitive. D'accord. Mais certains poils vont résister. On ne sait pas encore pourquoi. Ouais. Et selon certains facteurs, parfois un processus hormonal, le passage en ménopause, la prise de certaines hormones, vont faire que certains poils vont revenir. Pas ceux qu'on a détruits, mais d'autres poils vont se constituer. C'est tellement complexe, la constitution et la croissance des poils, elle n'est pas encore bien cadrée, on n'est pas encore très bien comprise, qu'on ne comprend pas effectivement que pourquoi certains poils vont résister, pourquoi certaines zones du corps résistent et ne sont pas de bonnes indications au laser épilatoire, et pourquoi malgré une très bonne efficacité du laser, au bout de quelques années, on puisse avoir certaines poussées, surtout face à un statut hormonal particulier. Absolument, celui de la femme qui est souvent en fluctuation. Oui, il y a des femmes, par exemple, qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. On en avait parlé la dernière fois sur le processus de l'acné tardive. Ces femmes pourraient être susceptibles de ne pas très bien répondre au laser parce qu'il y a des hormones derrière qui vont stimuler la repousse des poils. D'accord. Alors, au-delà de l'hormone, des hormones, il y a aussi la carnation. Ça aussi, ça joue en faveur ou en défaveur de la réponse au laser. Chez qui ça marche bien et chez qui ça ne marche beaucoup moins bien? C'est une excellente question que j'attendais d'ailleurs, parce que je vais vous dire, pour résumer, les meilleurs poils, ce sont les poils foncés sur une peau blanche.
Ça tombe sous le sens parce qu'un poil foncé, c'est un poil qui est chargé en mélanine et donc il va être une excellente cible au laser. La peau autour est blanche, donc elle ne va pas capter cette énergie, elle ne va pas être brûlée. Peau blanche, peau noire, c'est les meilleurs. D'accord. Maintenant, on va aller vers les peaux trop claires ou les poils qui sont clairs, les poils blonds ou les poils blancs ou les poils roux, mauvais répondeur au laser à ne pas proposer. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de cible, il n'y a pas de mélanine. Et puis nous avons les peaux foncées ou les peaux mates qui sont de mauvaises peaux pour certains types de lasers. Avant, il y avait une forme de laser qu'on ne pouvait pas appliquer au-delà du phototype 4 parce que ça brûlait. Comme il y a de la mélanine un peu partout et que ce faisceau était très attiré par cette mélanine, il y avait une destruction du poil et de la peau autour. Actuellement, il existe des lasers dont la pénétration est plus profonde et donc moins attirée par la mélanine, qui sont un peu moins efficaces que le premier laser, mais qu'on peut appliquer même sur des peaux très foncées. Mais notion, attention, quand la peau est bronzée, ça reste une contre-indication à tous ces types de lasers. D'accord. Donc en fait, résumons, soit peau blanche, mais pas blonde, pas de poils blonds. Pas de poils. La peau est blanche, mais les poils sont noirs. Voilà. Peau blanche et peau noire sont des indications à l'épilation au laser. Effectivement. Peau blanche, poils blonds, blancs ou roux. Aucune efficacité. Aucune efficacité, et voire même le laser pourrait être dangereux parce qu'il pourrait brûler la... Non, il ne va pas être dangereux dans la mesure où il n'y a pas de mélanine, il va être inefficace. C'est du gaspillage d'argent pour ces patients. D'accord. Alors justement, gaspillage d'argent pour ces patients en particulier, mais vous nous dites en même temps qu'il n'y a pas encore suffisamment de recul pour comprendre pourquoi certains poils vont repousser ou pourquoi on va avoir de nouveaux poils sur cette même partie épilée. Donc le laser finalement, est-ce que c'est une arnaque parce que ça coûte cher quand même? Ah non, le laser est très efficace. C'est très efficace puisque nous avons déjà 20 ans de recul. Ce qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on a compris avec le temps, c'est-à-dire certaines zones à éviter parce qu'il y a un poil qui est fin. Alors quand il y a une zone avec des poils qui sont fins et épars sous forme de duvet, à éviter parce qu'on va stimuler la production de poils à côté. Donc ces zones, c'est connu chez la femme certaines zones, chez l'homme certaines zones, mais on leur dit il vaut mieux éviter. Sinon, si la patiente persiste, elle sera amenée à faire des séances, ne serait-ce qu'une ou deux séances par an pour un petit peu rattraper ce qui va repousser comme poil. On sait aussi que certains âges ne sont pas très favorables à l'épilation laser parce qu'il y a toujours une stimulation hormonale qui fait que le poil repousse de manière permanente. Par exemple, avant l'âge de 25 ans chez la femme, ce n'est pas très recommandé. Avant 35 ans chez l'homme, ce n'est pas très recommandé. Ceci dit, ce n'est pas une contre-indication. On peut leur faire du laser en leur disant que si vous étiez plus âgé, on aurait besoin de moins de séances, ce serait plus efficace. Mais on peut tout de même le faire à partir de 18 ans. D'accord. Alors moi, j'ai un raisonnement, on va dire, presque bête. Je me dis que si on a des poils sur le corps, c'est que ça doit servir à quelque chose. À quoi ça sert des poils ? Alors, écoutez, la présence, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui a été, qui est là sans avoir une certaine forme d'efficacité. Il faut dire qu'effectivement, par exemple, les poils, ce sont des éléments qui sont très chargés en mélanine et à partir de là, on peut avoir une pigmentation de la peau. Par exemple, dans le cadre de vitiligo, ces poils, c'est à partir des poils que commence la repigmentation de la peau. D'accord. Il est vrai aussi que le poil, il a un rôle protecteur. Par exemple, au niveau des cheveux, les poils protègent le crâne contre les agressions solaires. Mais ça reste aussi que même quand on pratique une épilation laser chez ces personnes avec les 20 ans de recul, on n'a pas remarqué de risque particulier ou d'effet secondaire particulier lorsque le laser eh bien, l'indication est bonne, c'est-à-dire que les effets, le maximum, c'est des petites hyperpigmentations, de petites hypopigmentations, des petites brûlures, lorsqu'on ne gère pas très bien. Mais généralement, il n'y a pas de risque ou de danger pour la vie du patient. D'accord. Alors, certaines femmes ont peur de l'épilation laser au niveau des aisselles, pour la connexion de cette zone du corps avec les glandes mammaires, notamment. Et donc, peur d'éradier le corps avec un faisceau qui serait éventuellement néfaste. Alors, il faut comprendre, voilà, quand on a parlé du laser au début, de cette lumière qui va être délivrée par cet appareil, il faut que les gens sachent que, dans le meilleur des cas, la pénétration de profondeur ne dépasse pas la 3e couche de la peau. C'est-à-dire, si on veut être vraiment profond, on va aller jusqu'un petit peu au tissu, à la partie superficielle de l'hypoderme. D'accord. Donc, il n'y a pas, le laser n'atteint pas les organes profonds. Il reste localisé au niveau de la peau. Il reste ciblé, c'est-à-dire que, comme par exemple, il y a 2 types de lasers qu'on utilise beaucoup, la 755 nanomètres et la 1064 nanomètres, qui ont une certaine forme de profondeur qui ne dépasse pas le poil.
Donc il n'y a pas de risque à le faire. Moi, je vous ai dit qu'il y a quand même 20 ans de recul par rapport au laser. S'il y avait le moindre risque, on l'aurait déjà su. Ok. Autre question pour le visage. Il n'y a pas de souci là encore, l'épilation au laser sur le visage? Un duvet, une pilosité sur le menton, sous le menton, au niveau du cou? Alors, le cou n'est pas une très bonne indication parce qu'il y a un risque de pilosité paradoxale, c'est-à-dire apparition de poils ailleurs que sur la zone où on a fait du laser. Par contre, le visage est une très bonne indication à condition d'avoir éliminé un problème hormonal derrière. Je peux recevoir une dame qui a quelques poils sur le duvet, on a tout un duvet, des poils au niveau du menton, mais qui ne sont pas très importants, qui ont été plus stimulés par une épilation à la cire, par une épilation à la pince. Comme je peux recevoir une femme qui a une véritable barbe, à ce moment-là, signal d'alarme, cette femme-là a probablement un problème hormonal. Il faudra rechercher est-ce qu'elle ne fait pas de l'acné, est-ce qu'elle n'a pas une chute de cheveux, est-ce qu'elle n'a pas des problèmes de cycle, des douleurs au moment des règles. Il faudra à ce moment-là rechercher les causes de ce qu'on appelle un hirsutisme, c'est-à-dire que ce n'est pas une pilosité normale, c'est une pilosité hormonale. Traiter les causes de cet hirsutisme et compléter par un laser. Faire du laser dessus sans traiter la cause, c'est un échec et un gaspillage d'argent. Merci beaucoup pour votre transparence. Docteur Leila Ben Ammar, c'était un plaisir d'échanger avec vous autour de cette thématique, décrypter le vrai du faux, mythe et réalité autour du laser. Vous êtes dermatologue à Casablanca, c'est un plaisir d'être avec vous, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et à la prochaine. Très bonne suite des programmes sur Média TV. C'est un plaisir de vous accompagner tout au long de cette heure. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. À très vite.